Afro. Afro. Afro Afro-time. Time. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Marcus Garvey, une figure, on peut le dire, centrale et assez complexe du début du XXe siècle. Oui, tout à fait. Éditeur-orateur. Très charismatique, nationaliste noir jamaïcain. Un vrai pionnier du panafricanisme. C'est ça. Et pour en parler, on s'appuie sur des extraits d'un texte intitulé Marcus Garvey, pionnier panafricain et prophète. Mhm. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux qui il était, ses idées fortes et puis l'impact de son mouvement, l'UNIA. L'Universal Negro Improvement Association, oui. Alors commençons par le début. Garvey naît en Jamaïque en 1887 et, fait intéressant, il a accès très jeune aux livres grâce à son père et son oncle. Oui, ça a dû jouer un rôle clé dans son développement intellectuel, son éloquence future. Certainement. Ensuite, il voyage, d'abord en Amérique centrale, Costa Rica, Panama, Là, il voit de près les conditions de travail très dures des Noirs. Ça le marque. et puis Londres. Il étudie, il rencontre des penseurs comme Duzem Mohamed Ali. Un journaliste égyptien, nationaliste, panafricain. Une influence importante, oui. Et toutes ces expériences, ça forge sa vision. Il rentre en Jamaïque et là, en 1914, il fonde l'UNIA. Mais le vrai décollage, si on peut dire, c'est son arrivée aux États-Unis en 1916. Ah oui, hein. Il fait une tournée de conférences qui a un impact énorme. Et dès 1917, hop, première branche de l'UNIA hors Jamaïque, à New York. Et ça prend vite apparemment. Très vite. Il lance le journal Negro World en 1918, un outil de diffusion super puissant pour ses idées. Et l'année d'après, 1919, c'est la fameuse Black Star Line. Exactement. La compagnie maritime, symbole fort d'autonomie économique noire. Un projet ambitieux. Énorme. L'enthousiasme au début est immense. Mais bon, des soucis de gestion, de financement vont vite apparaître. Ça annonce un peu ses problèmes futurs. Il lance aussi la Negro Factories Corporation, c'est ça? Oui, toujours dans cette idée d'autonomie économique, de construire quelque chose de solide. Et au cœur de tout ça, sa philosophie, c'était quoi exactement? Comment il articulait cette vision? L'idée centrale, c'était de racheter l'Afrique. En gros, obtenir le départ des puissances coloniales, construire une nation noire forte, unie, Une vision panafricaine, donc. totalement. Mobiliser tous les peuples d'ascendance africaine, partout dans le monde, autour d'un projet commun. L'autonomisation économique était clé. D'où la devise « Un Dieu, un objectif, un destin C'est ça, ça résume bien. Il parlait aussi de fondamentalisme africain, pas au sens religieux, mais ». Plutôt comme l'idée d'une base, d'un fondement africain commun. Exactement. L'unité, l'identité africaine comme socle indispensable pour avancer. Ce qui est frappant, c'est vraiment l'échelle mondiale de son ambition, une puissance noire économique et politique. Une ambition pareille, ça a dû forcément provoquer des réactions. Comment c'était perçu, notamment par les autorités américaines? Ah bah oui, ça n'est pas passé inaperçu. Montée en puissance rapide, idée radicale. Le Bureau of Investigation, l'ancêtre du FBI, Avec J. Edgar Hoover déjà. oui, déjà lui, il commence à enquêter sur Garvey. Clairement, il cherche un moyen de l'expulser, le classer comme étranger indésirable. Et c'est l'affaire de la Black Star Line qui va leur donner ce prétexte. C'est ça. L'accusation, c'était fraude postale, liée à la vente d'actions pour un navire, le Phyllis Whitley. Un navire qu'ils n'avaient pas encore vraiment acheté. C'est ça le problème, hein? Voilà. Procès en 1923, condamnation. 5 ans de prison. Garvey, lui, crie au procès politique, partial. Il vise le juge, certains jurés. Et cette accusation de partialité, elle fait écho à une autre controverse. Sa rencontre en 1922 avec un responsable du Ku Klux Klan. Assez incroyable, non? Très controversé, oui. Il s'en est justifié en disant qu'il préférait la franchise brutale des suprémacistes déclarés à ce qu'il voyait comme l'hypocrisie d'autres Blancs. Difficile à comprendre aujourd'hui. Clairement. Mais les critiques ne venaient pas que des Blancs. Ah non! Au sein de la communauté afro-américaine aussi, sa vision divisée. W.E.B. Du Bois, par exemple. Grande figure intellectuelle, leader de la NAACP. Exactement. Au début, Du Bois avait plutôt salué l'idée de la Black Star Line. Mais très vite, il va devenir un critique féroce. Au point de le qualifier d'ennemi le plus dangereux de la race noire aux États-Unis. C'est fort. Très fort. Du Bois et la NAACP, eux, ils misaient sur l'intégration, la lutte pour les droits civiques. Le nationalisme séparatiste de Garvey, pour eux, ça sapait cette lutte. Donc une opposition frontale, stratégique. Oui, avec des échanges très vifs entre les deux hommes. Malgré tout ça, Garvey est emprisonné en 1925. C'est de sa cellule d'Atlanta qu'il lance son fameux message « Cherchez-moi dans le tourbillon ». Un appel puissant, resté célèbre.
Sa peine est finalement commuée par le président Coolidge en 1927, mais c'est pour être aussitôt expulsé, retour en Jamaïque. Où il ne reste pas inactif, il continue la politique, crée le People's Political Party, le PPP. Et puis, il déménage à Londres en 1935, il y meurt en 1940. Oui. Et l'ironie, c'est qu'en 1964, sa dépouille est rapatriée en Jamaïque, et là, il est proclamé premier héros national. Une reconnaissance tardive mais significative. Et son influence après sa mort, elle est immense, indéniable. Comment ça s'est manifesté, justement? Déjà, le mouvement Rastafari le voit comme un prophète, inspiré par ses appels à regarder vers l'Afrique. Ah oui, bien sûr. Les parents de Malcolm X étaient membres de l'UNIA. On sent l'influence sur leur fils. Kwame Nkrumah, au Ghana. Le premier président du Ghana indépendant. Il nomme la compagnie maritime nationale et même l'équipe de foot, Black Star, en hommage direct à Garvey. C'est un lien très concret. Et même Martin Luther King Jr., lors d'une visite en Jamaïque, reconnaîtra Garvey comme, je cite, « le premier homme à donner aux millions de Noirs un sentiment de dignité et de destin ». Belle reconnaissance. Sans oublier le drapeau rouge, noir et vert, popularisé par l'UNIA, c'est resté un symbole panafricain très fort. On voit bien comment ces idées, fierté raciale, autonomie, le lien à l'Afrique, ont vraiment infusé dans plein de mouvements après lui. Donc, pour résumer un peu, Marcus Garvey, c'était un organisateur visionnaire, le créateur de l'UNIA, de la Black Star Line, un vrai pionnier du panafricanisme moderne. Oui. Mais en même temps, une personnalité très complexe, ses méthodes, ses alliances parfois surprenantes, ses démêlés judiciaires, tout ça a créé et crée encore beaucoup de débats de controverses. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une question pour aujourd'hui, non? Laquelle? Mais comment est-ce que l'héritage d'une figure aussi polarisante que Garvey, qui prônait l'autonomie noire tout en ayant eu ce dialogue très controversé avec le KKK, comment cet héritage résonne encore dans les débats actuels sur l'identité, le nationalisme, le séparatisme, les solidarités au sein de la diaspora africaine? Bonne question. Ça montre que son histoire soulève des enjeux qui sont loin d'être réglés. Exactement. C'est une réflexion qui reste, je pense, très pertinente.